On va terminer cette séquence avec une approche étonnante que nous propose Claire Le Sieur, qui est chargée de recherche au CNRS sur une unité de recherche en collaboration avec l'ENS de Lyon, et qui vous propose le parallélisme étonnant suivant, c'est comment imaginer, remodeler ou la géographie des villes en s'inspirant de la façon dont nos cellules se propagent à l'intérieur d'une protéine ou protéine, même plus bas ou à l'intérieur de nous. C'est-à-dire finalement, on est vite encombré nous dans nos trafics urbains, alors que nous gérons beaucoup plus de trafic que ça. Donc comment ça marche? Et vous avez été jusqu'à remodéliser des espaces urbains sur Manhattan, sur Lyon par exemple. Et donc attachez un tout petit peu vos ceintures, s'il vous plaît. Soyez un tout petit peu concentrés. Et merci beaucoup pour cette présentation de vos travaux. Merci beaucoup. Bonjour, donc je voudrais d'abord vous remercier Alain et tous les organisateurs de m'avoir invité pour participer à cette journée très instructive. Donc je suis Claire Le Sieur, voilà, et donc je suis biologiste au CNRS et je vais vous présenter les résultats des travaux de Lorenza Pacini qu'elle a effectués dans le cadre de son stage de master et en collaboration avec Rémi Casabé et Laurent Vuillan. Donc ce projet a été financé par le CNRS. Vous avez un retour là pour... Ok, donc aujourd'hui on est ici pour discuter de la possibilité d'utiliser des informations issues du vivant pour améliorer la ville. Donc moi je travaille sur la conception durable dans le monde du vivant, comment cette conception durable est mise en œuvre. Évidemment la question est, est-ce qu'on peut exploiter cette conception durable naturelle dans le cadre de la ville? Et pour répondre à cette question, on doit d'abord se demander qu'est-ce qu'on vit mal dans une ville. Et donc on a choisi deux problématiques de la ville, la pollution et les embouteillages, qui participent nettement à diminuer la vie agréable en ville et qui ont un impact important en santé publique et dans l'économie. Donc qu'est-ce que c'est la pollution? Eh bien évidemment c'est principalement les voitures. Qu'est-ce que c'est les embouteillages? De la même manière, ce sont les voitures. Et donc le problème en réalité, c'est qu'on met beaucoup de voitures dans un espace contraint qui est la ville à cause des bâtiments qui sont au milieu, et du coup ça s'accumule et tous les polluants, les voitures ne peuvent pas être fluidifiés et se déplacer naturellement, soit pour être évacués dans le cas de la pollution, soit pour permettre une mobilité urbaine saine. Donc maintenant on va se retourner vers le système du vivant et se poser la question comment le système vivant lui gère son espace de façon à maintenir sa fluidité dont il a besoin pour sa fonction. Et bon, comme l'a dit Alain, histoire de faire un grand écart, on ne va pas faire semblant. Et le système vivant qu'on a utilisé, ce sont les protéines, qui sont les objets du vivant, les fonctionnels les plus petits. Donc là, on est dans l'ordre de 10-9 mètres. Donc c'est extrêmement petit. Et donc, ce sont quand même des objets fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils ont une forme adaptée à leur fonction. Donc cette diapo vous le montre, avec à gauche des représentations de protéines à partir de données rayons X, où on reconnaît une forme en hélice, et à droite, leurs analogues construits par l'homme. Et en fait, tous ces objets sont impliqués dans la mobilité. Donc maintenant, pour revenir au problème qu'on voudrait discuter, donc la gestion de l'espace et sa relation avec la mobilité. Donc on voit ici un dessin de la ville. Donc ce sont des bâtiments qui occupent l'espace dans une ville et qui laissent en retrait un espace vide dans lequel la circulation va se faire. La question c'est, est-ce que l'espace libre laissé par le bâtiment est vraiment approprié à la fluidité urbaine? Et comme on le voit sur la photo de droite, c'est loin d'être évident. Alors maintenant, si on regarde pour le cas de la protéine, donc là on a de nouveau une représentation de protéines à partir de rayons X, mais là on voit tous les atomes donc, qui sont représentés par des petites sphères, et on voit bien que les protéines sont des objets extrêmement denses. En réalité, on a fait des calculs et la densité atomique dans une protéine sont à peu près équivalentes à la densité de population à Pékin. Donc c'est quand même un objet qui a les mêmes problématiques, il a un encombrement de l'espace non négligeable et on peut se demander comment il fait pour être fluide. Et à droite, on voit non pas la fluidité à l'intérieur d'une protéine, mais la fluidité à l'intérieur d'une cellule. Donc on voit des routes qui sont construites par des protéines sur lesquelles d'autres protéines se déplacent pour transporter des molécules et des cargos à l'intérieur de la cellule.
Et on voit bien que bon, c'est bien rempli, mais il y a quand même un espace vide très important qui va empêcher l'encombrement et qui va fluidifier les déplacements. Bon, maintenant, on va revenir à vivre bien en ville. Quel est le rapport entre la gestion de l'espace, la fluidité et vivre bien? On va prendre un exemple un peu caricatural. Une rame de métro, elle est construite avec un mobilier adapté pour le transport public. Donc malheureusement, il y a des cas où il n'y a pas de problème, le transport se fait très bien. Et d'autres cas, sur la photo du bas, on voit bien que l'espace libre pour la mobilité n'est pas suffisant et ce n'est pas une expérience agréable à vivre. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quantifier l'espace libre qui est dédié à la mobilité dans une ville pour pouvoir se demander est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est adapté à ce qu'on veut en faire. Donc pour faire ça, il faut modéliser. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser la ville par un réseau. Donc les nœuds du réseau seront les bâtiments de la ville et on va calculer la proximité des bâtiments entre eux. Et pour pouvoir quantifier l'espace libre qui reste autour des bâtiments. Donc c'est une modélisation qu'on a initialement fait sur les protéines pour calculer l'occupation de l'espace atomique dans une protéine et en dériver l'espace libre dans lequel les atomes vont pouvoir bouger. Donc une fois qu'on a fait un modèle et qu'on a un moyen de quantifier, la difficulté c'est de trouver une mesure qui soit pertinente du problème posé, c'est-à-dire comment on va quantifier l'espace vide pour le ramener à une problématique de fluidité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on va prendre des grains, donc c'est la photo de droite, je suis désolée mais je n'arrive pas à faire marcher le pointeur, et donc on a des objets qui sont plusieurs bâtiments qui sont proches les uns aux autres, on va se focaliser sur un bâtiment, on va calculer son nombre de voisins et la proximité de ses voisins et on va calculer l'espace moyen occupé par les voisins d'un bâtiment pour chaque bâtiment d'une ville. Et donc ensuite on va comparer l'occupation du territoire de chaque bâtiment et regarder ce qui se passe. Donc, dans un premier lieu, on a fait ça dans les protéines et ici c'est le résultat, donc c'est un réseau et donc les nœuds du réseau qui sont ces petits cercles de couleurs, en fait ils sont colorés en fonction de l'espace moyen occupé par les atomes et on a une échelle qui nous dit qu'en gros en fait tous les points du réseau sont bleus, verts, voire jaunes au maximum, ce qui fait une occupation de l'espace très modérée et donc comme l'espace plein est très modéré, eh bien, il y a beaucoup d'espace vide partout dans la protéine pour que les atomes puissent bouger. Et c'est là la clé de la durabilité, puisqu'en fait, cet objet a toujours de l'espace moyen identique en tout point, ce qui permet à la protéine de toujours pouvoir bouger. Donc on a fait exactement la même modélisation dans une ville, en modélisant les bâtiments comme nœuds du réseau et en mesurant leur proximité. Et c'est les résultats ici. Donc ça, c'est pour le quartier de Manhattan, donc à New York. Donc un agencement de bâtiments moderne dans une ville type modèle américaine. Donc ce qu'on voit en fait, c'est la même modélisation et l'idée c'est que la couleur c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait on voit quasiment que du rouge. Ce qui signifie que les bâtiments de Manhattan occupent énormément l'espace du territoire, de telle sorte que l'espace vide pour la mobilité urbaine est très très faible. Pas du tout optimisé. On n'est pas du tout dans la situation du bleu-vert dans les protéines. Donc, pour valider l'approche, on a testé d'autres agencements de bâtiments. Donc, on a été regardé dans d'autres villes et dans plusieurs quartiers de la même ville. Donc, on a regardé Barcelone et plusieurs quartiers de Lyon. Et là, de la même façon, donc, on voit que c'est très différent en fonction des villes et ça représente bien l'historique de l'évolution des villes puisque évidemment Manhattan c'est une ville moderne alors que Barcelone et Lyon sont des villes historiques qui n'ont pas été construites à la même période, en particulier pas à des périodes où il y avait de la mobilité urbaine comme maintenant. Mais ce qu'on voit partout, c'est clairement, c'est toujours rouge et donc on arrive avec ce modèle à quantifier les zones d'un territoire qui vont être très peu favorables à la mobilité urbaine. Et par exemple, si on regarde Manhattan, on voit bien que si un embouteillage commence dans la zone très très rouge, comme cette zone est très grande, très large, l'embouteillage ne pourra jamais se résorber. Il va au contraire se propager sur une grande surface du territoire parce que toute la zone est encombrée et les bâtiments ne laissent pas d'espace pour la mobilité des voitures. Alors ensuite, on a regardé aussi toute la ville de Lyon. Et ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que quand on se focalise sur la partie centrale de la ville,
Les bâtiments ont des encombrements très très mauvais, donc autour du rouge et du orange, ce qui représente bien l'évolution historique de la ville, puisque la partie centrale des villes sont les parties historiques les plus vieilles, où les bâtiments ont été construits à une époque où on n'avait pas du tout prévu d'avoir autant de voitures, alors que quand on regarde la périphérie de la ville, des quartiers beaucoup plus récents, là ça devient bleu, ça veut dire que les bâtiments sont suffisamment espacés pour tolérer une bonne fluidité du trafic urbain. Et alors ce qui est intéressant, c'est que si on zoome un peu sur un bloc central de la ville de Lyon, on voit ce gros rectangle gris qui n'est pas un bâtiment, mais qui est tout un quartier de Lyon qui va de la place Bellecour jusqu'au terreau, donc plusieurs kilomètres, où en fait l'algorithme appréhende l'agencement des bâtiments dans l'espace et trouve que cet agencement est tel qu'il est hors de question de faire déplacer une voiture à l'intérieur, donc il va fusionner tous ces bâtiments entre eux à l'échelle maximum, parce que c'est un endroit qu'il jugera inadapté à la circulation des voitures. Et donc, en fait, ce quartier est un mélange entre du trafic de voitures et des zones piétonnes, ce qui montre bien que, de nouveau, l'algorithme pourrait être utilisé pour décider quels sont les quartiers pour lesquels la circulation n'est vraiment pas une bonne idée et qu'on devrait laisser aux piétons. Et pour finir, en fait, ce qui est très intéressant dans ces travaux, c'est qu'on peut maintenant cartographier une ville et décider donc des zones qui sont très mauvaises pour la fluidité. Et il faut se poser la question, est-ce qu'on peut donc réparer ces zones, les réhabiliter en faisant des corrections d'erreurs dans l'agencement des bâtiments? Et donc c'est la question qui nous intéresse maintenant. Si on a un bâtiment très rouge, donc qui est très encombré, et dans le cas d'une réhabilitation urbaine, donc on va détruire le bâtiment, est-ce qu'on peut proposer une forme de bâtiment qui sera plus adapté et laissera un espace plus grand pour la mobilité urbaine. Donc là, on est retourné vers le système vivant et on s'est posé la question de comment ça marche. Et en fait, on s'est rendu compte que, dans les protéines, l'agencement des acides aminés des atomes est très stratégique. C'est fait de telle sorte qu'il y ait toujours assez de vide pour la fluidité. Mais ce n'est pas seulement l'agencement qui est optimisé, c'est aussi la forme elle-même des briques élémentaires qui sont les acides aminés, qu'on voit à gauche du réseau. Donc ces formes ont été, grâce à la pression d'évolution, ont été calculées pour que l'agencement de ces blocs entre eux puisse toujours générer un vide suffisant à la mobilité. Ce qui veut dire qu'on peut, nous aussi, se poser la question, est-ce qu'on peut modifier ou explorer des formes de bâtiments différentes de telle sorte à créer des agencements urbains qui soient bien plus favorables à la mobilité urbaine. Donc on a fait des premières mesures, c'est très préliminaire, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé un peu ce qu'on appelle le pavage, le nombre de bâtiments et la forme des bâtiments qu'il y a dans une ville, et on s'est rendu compte que dans une ville, donc qui est un territoire en 2 dimensions, sur une surface, on avait un pavage périodique, un pavage périodique, et en fait quand on regarde le pavage dans les protéines, c'est du pavage 3D puisque ce sont des objets en 3 dimensions. On a aussi un pavage périodique, donc c'est le orthorhombique, qui est en fait une bonne moyenne entre une forme de bloc élémentaire relativement simple pour un maximum de voisins. Et donc maintenant, ça veut dire qu'on peut continuer l'approche biomimétique et aller comparer les 2 systèmes pour regarder est-ce qu'il y a des moyens d'aller manipuler les formes des bâtiments pour améliorer l'espace libre pour la mobilité en ville. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claire, c'était passionnant, j'espère que tout le monde a suivi, même les moins scientifiques d'entre vous. Ce qui est passionnant, je trouve, c'est vraiment la dimension fractale qu'on va avoir dans le parallèle entre ces protéines et l'urbanisme, parce que vous avez bien montré qu'il y a à la fois vraiment les acides aminés ou les briques élémentaires des protéines qui peuvent être comparables au bâtiment, l'échelle de la protéine qui peut être similaire au quartier, et l'échelle d'après, ce serait peut-être de regarder les écoulements de ces protéines au sein d'une cellule, entre cellules ou dans le flux sanguin. Peut-être qu'est-ce qu'elles nous apprennent peut-être encore à une autre échelle. Donc il y a un parallèle entre les deux qui est vraiment intéressant. Et ma question, c'était de dire, on voit que cet algorithme, c'est un super outil pour l'urbanisme, mais probablement que ces problèmes d'embouteillage et de congestion se trouvent dans plein d'autres secteurs industriels ou d'autres applications. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus? Avec un micro, par contre. Avec le... Ça marche? Ouais. Ok. Donc pour le problème de l'échelle, c'est vrai qu'on peut sortir de la fluidité à l'intérieur d'une protéine pour regarder entre protéines dans une cellule et se poser la même question.
Ce sera un peu compliqué, je dirais. Moi, c'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose qu'on commence tout juste à appréhender. On a des mesures qui nous disent que dans une cellule, c'est très occupé. Il y a beaucoup de monde. Et donc, on n'a pas bien de connaissances sur comment c'est organisé pour être efficace. Mais ceci dit, c'est une piste naturelle à utiliser. Il y a aussi, évidemment, le blob, hein, qui est utilisé pour faire du trafic. Ça, c'est très efficace. Donc, c'est des pistes biomimétiques qui sont très, très intéressantes. Après, pour élargir à d'autres problématiques que l'urbain, c'est ça la question? Alors oui, effectivement, nous, ce qui nous intéresserait aussi, c'est en fait, la gestion de l'espace n'est pas seulement impliquée dans la fluidité d'un matériau, elle est aussi impliquée dans ses propriétés mécaniques. Hein. Par exemple, l'exemple typique, c'est la fibre de l'araignée. Et donc, ce serait intéressant d'aller travailler plus finement, enfin, de modéliser, par exemple, des matériaux avec cette approche de réseau pour aller regarder si, en comparant comment un matériau est organisé à l'échelle moléculaire ou à une échelle plus grande, on peut modifier ses propriétés. Et ce qui serait très intéressant, c'est que les protéines sont des objets qu'on appelle smart, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas qu'une fonction. Et en fait, elles ont la capacité de bouger pour changer de fonction. Et évidemment, dans le développement de vos matériaux, ce sont des propriétés à regarder. Merci beaucoup. Très, très intéressant. On vous parlait de pluridisciplinarité, justement, ce télescopage des disciplines. Très intéressant et étonnant. Probablement que certains urbanistes ont été un petit peu interpellés, donc tant mieux. Un grand merci. On peut les applaudir à nos 3 intervenants.